Bonjour Laurent Berger. Bonjour. Merci beaucoup d'être là ce matin. La France à l'arrêt, c'est le mot d'ordre de cette journée que vous initiez. À quelles conditions cette journée sera réussie de votre point de vue? Combien de manifestants, combien de grévistes faudra-t-il? Je crois que ça se mesure en nombre de manifestants dans les cortèges. Et donc, ce sera réussi si on fait aussi bien, voire mieux que le 31 janvier dernier, qui avait été la plus grande journée de mobilisation organisée depuis le début des années 90, où on était remonté pour regarder les chiffres. Donc, on était à 1 200 000 et quelques pour le gouvernement. Selon les chiffres de la police. 2 millions et demi pour les syndicats. Et qui, quand on reprenait tous les chiffres depuis le début des années 90, c'était le chiffre le plus gros donné par la police. Donc s'il y a moins de monde que le 31 janvier, vous reconnaîtrez un échec? Non, mais d'abord, il y aura plus de monde, je vous le dis, parce qu'on sent une mobilisation, il y a 320 points de rassemblement, des manifestations dans les endroits où il n'y avait jamais eu de manifestation qui sont organisées, pour que ce soit le plus proche possible, le plus en proximité, et on le sent à travers les initiatives qu'on a voulu qui entourent cette journée de mobilisation. Qu'est-ce qui vous fait dire on le sent? À quoi vous le sentez? Dans les remontées, regardez les images de gens qui organisent des distributions de tracts ce matin, qui organisent des barrages filtrants pour discuter avec les salariés, qui organisent des sit-ins à certains endroits dans les entreprises, des rencontres avec les salariés. On le sent aux appels à débrayage dans les entreprises du privé. Donc je crois qu'on est à l'aube d'une journée de mobilisation qui sera très puissante. On fera le bilan ce soir. Mais ça montre quoi? Ça montre que cette réforme, elle est rejetée. Elle est rejetée par les citoyens, on le sait par les enquêtes d'opinion. Elle est rejetée par le monde du travail. Ce monde du travail qu'on a vu sur votre antenne, le monde du travail en profondeur, si vous voulez. La France qui travaille, ces travailleurs et travailleuses de tous les secteurs qui disent on ne veut pas des 64 ans. Et c'est ça qu'il faut que le gouvernement entende. Alors, vous voyez bien, on n'est pas dans un jeu de chiffres permanents, on est dans un moment démocratique, où il y a une expression démocratique du monde du travail très importante, très profonde, qui est contre le report de l'âge légal à 64 ans. On va parler du gouvernement et de ce qu'il peut ou pas répondre dans un instant. Restons encore un moment sur votre journée. Cette France à l'arrêt, ça veut dire quoi? On a entendu certains responsables de la CGT dire ça signifie mettre à genoux l'économie française. Hier, la Première ministre dit c'est grave. Vous êtes de quel côté? Est-ce qu'il faut mettre à genoux cette économie française ou est-ce que c'est grave de le dire comme ça? Mais soyons très clairs. Ceux qui ont dit ça, ce sont aujourd'hui quelques responsables CGT qui ne sont pas les responsables de la Confédération, qui sont des responsables de fédérations plutôt opposées à la Confédération CGT. En clair, c'est pas Philippe Martinez, ce sont des fédérations qui lui sont hostiles comme la chimie. Très clairement, c'est ça. Donc, utiliser, y compris de la part du gouvernement, cette tendance-là pour expliquer que ce mouvement sera décrédibilisé dans son ensemble parce qu'on voudrait mettre l'économie à genoux. Donc, vous condamnez des propos comme cela? Mais la CFDT, l'économie à genoux, ça veut dire nos emplois. Donc il est hors de question de le faire pour la CFDT. Soyons très clairs, ça a toujours été clair pour nous. Ce dont il est question, c'est de montrer la détermination du monde du travail, dans sa diversité. Parce que l'autre particularité, c'est que les travailleurs du transport, de l'agroalimentaire, de la propreté, de la sécurité privée, de l'hôpital, ils ne veulent pas d'une grève par procuration. Ils veulent participer à la contestation de cette réforme. Donc la CFDT, elle est claire. Elle est toujours sur la même ligne. On a une grosse journée de mobilisation, dans le respect des biens et des personnes, dans le calme, dans la responsabilité. Maintenant, il faut que de l'autre côté, le blocage qui est celui du gouvernement, qui n'a pas, je le rappelle, on est dans un moment où on n'a pas été reçu une seule fois, ensemble, les responsables des organisations syndicales. Vous avez été appelé par la Première ministre comme d'autres leaders syndicaux. Tous ont été appelés un dimanche soir. Enfin, c'est pas la réponse à la hauteur, on est d'accord, c'est pas la réponse à la hauteur des plus grosses mobilisations de ces 40 dernières années. Mais alors, quand vous dites à la hauteur, continuons sur ça, il y a quand même une question de où vous mettez le curseur. Ce matin, on l'a vu, vous faisiez allusion à notre antenne, les expéditions de carburant sont bloquées dans toutes les raffineries de France, selon la CGT. L'alimentation de certains radars a été coupée. Les terminaux méthaniers, 3 des 4 terminaux méthaniers qui permettent d'importer le gaz naturel liquéfié, sont à l'arrêt pour 7 jours. Toutes ces actions-là, est-ce que vous vous en félicitez ou est-ce que vous les déplorez? Non, mais aujourd'hui, c'est une journée de mobilisation. Qu'il y ait certains secteurs productifs qui soient à l'arrêt, c'est logique. Ça a toujours été ça dans les journées de mobilisation. La CFDT n'est pas un appel sur la grève reconductible. On est d'accord. On est d'accord là-dessus. C'est-à-dire qu'en intersyndicale, il y aura une intersyndicale ce soir qui fera le bilan de la journée et qui regardera quelles autres initiatives il faut prendre. Et on le fera comme toujours ensemble. Oui, ça ne veut pas dire que certains secteurs professionnels qui ont leur propre culture syndicale
que certains secteurs professionnels, par opposition, parfois aussi au sein de leur propre organisation, puissent faire des choses différentes. Moi, je le dis, ça existe. Mais la grande majorité des salariés, ils seront appelés à de nouvelles initiatives si jamais le gouvernement ne revient pas sur cette réforme. Quand vous dites de nouvelles initiatives, pour vous, soyons très clairs, vous n'appelez pas les salariés à la grève reconductible dans les différentes entreprises. Il y a un petit côté agaçant à tout ça. C'est-à-dire que vous savez lire comme moi. Vous savez lire les communiqués intersyndicaux comme moi. Les communiqués intersyndicaux, le dernier, il appelle à une journée de mobilisation massive avec la France à l'arrêt, ce qui veut dire tout un tas d'initiatives que j'ai dit en termes de débrayage, de barrages filtrants, de sit-in, d'information et de sensibilisation des salariés, etc. et d'immenses manifestations aujourd'hui. Il appelle à rien d'autre. On est d'accord, il n'appelle à rien d'autre. Et donc, ce soir, l'intersyndicale se réunira de nouveau pour regarder quelles initiatives il faut prendre. Et entre-temps, des secteurs professionnels, des champs professionnels, tout ça, ça a toujours été ça, l'histoire sociale. Si vous prenez 36, si vous prenez 68, etc., ça a toujours été des initiatives locales et dans des fédérations. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est que ceux qui gouvernent, ceux qui font la loi au Parlement, regardent ce qui est en train de se passer au plus profond de notre monde du travail et au plus profond de notre territoire. Partout, dans une géographie énorme, des salariés qui disent non. Ça veut dire que si le gouvernement, dans le cas où le mouvement dure, dans le cas où le mouvement occasionne des blocages, ordonne des réquisitions de personnel, par exemple dans les dépôts de carburant, ou l'intervention de forces de l'ordre, on a vu ce matin, y compris sur notre antenne, au niveau d'un dépôt de bus à Saint-Denis, d'une route en Bretagne, s'il y a recours aux réquisitions ou aux forces de l'ordre, vous direz le gouvernement est dans son bon droit de faire respecter l'ordre. Vous vous rendez compte quand même qu'on a l'impression d'une forme de jouissance aujourd'hui d'un certain nombre d'observateurs, alors que depuis le 10 janvier, on fait des mobilisations qui sont les plus responsables qu'on ait jamais connues ces 20 dernières années. Dans un calme énorme. Tous les Français sont partis, ceux qui pouvaient et qui le voulaient, sont partis en vacances pendant le mois de février. Il y a eu 4 semaines de vacances. Vous connaissez une personne qui n'a pas pu se déplacer pendant cette période-là ? Mais où pas est-ce moi. qu'elle est la jouissance, Laurent Berger? La jouissance de quoi? Ce que je veux dire, c'est qu'on voudrait nous faire croire aujourd'hui que ce mouvement est en train de partir vers une espèce de blocage généralisé. Non, on essaye de comprendre. C'est pas le cas. Et ben, ce qu'on veut, c'est une immense journée de mobilisation qui aura lieu aujourd'hui et de l'appel à d'autres initiatives qui vont venir dans les semaines à venir. Quand vous dites d'autres initiatives, ça veut dire... On le décidera ensemble ce soir. Les semaines à venir, pardon, vous avez fait allusion au gouvernement et au Parlement. Le temps est compté. On arrive dans la dernière phase du débat parlementaire. Est-ce que ça veut dire cette semaine, ce week-end, par exemple, de nouvelles manifestations? On le décide. On va se tenir à une règle qui est la nôtre dans l'intersyndicale, c'est de décider ensemble. Donc on le fera ce soir. Ça veut dire qu'effectivement, puisque le temps est compté, dans les jours et les semaines à venir. Vous disiez, ne faisons pas croire que le mouvement part dans autre chose. Juste une incise, il y a un cortège parisien tout à l'heure. Le renseignement territorial craint ou annonce la venue possible de 300 à 500 éléments radicaux. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète, que ça vienne perturber le cortège ? Comme depuis le début du cortège, on a été des cortèges parisiens depuis janvier, on a été extrêmement clair. Nous, on condamne toute violence et l'ensemble des organisations syndicales. Et il y a un travail de préparation de ces manifestations en coopération avec le préfet de police pour faire en sorte que on puisse exercer un droit démocratique qui est celui de manifester pacifiquement. Et donc, on fait tout pour que ce soit le cas. Vous disiez tout à l'heure, on veut le maximum de monde et on appelle à se mobiliser aujourd'hui. Il y a d'autres problématiques que la retraite, il y a le pouvoir d'achat, il y a les salaires. C'est des sujets dont vous parlez aussi extrêmement souvent. Est-ce que ce sont des sujets qui aujourd'hui sont des freins à la mobilisation de votre point de vue ? Oui et non. Ce qui est un frein, ce qui est sûr à la mobilisation, c'est la perte de salaire que constitue le fait de faire grève et d'aller à la manifestation. Ou de faire un débrayage même de quelques heures. Ça, il peut y avoir, on a des remontées et c'est pour ça aussi que la CFDT et d'autres disent il faut regarder la façon dont on organise cette mobilisation pour qu'elle dure dans le temps, ce qui est le cas aujourd'hui. Mais en même temps, ce qui s'exprime dans les cortèges, c'est les retraites, contre les retraites, mais on voit bien que c'est un mouvement du monde du travail, qui est aussi sur d'autres considérations, notamment la question de la reconnaissance, qui passe par le salaire, mais pas simplement, la question des conditions de travail. Enfin, on voit dans les cortèges aujourd'hui, et s'il y a autant de monde dans les régions, c'est pour ça, et dans les préfectures et les sous-préfectures, c'est pour ça, des salariés de secteurs professionnels qui manifestaient pas jusqu'alors, de secteurs professionnels plutôt difficiles en termes de conditions de travail. Je pense aux travailleurs de l'agroalimentaire, du bâtiment, des travaux publics, des services, du commerce, de la distribution, etc., de la propreté. Donc, à la fois, c'est un frein, mais on sent comme un mouvement un peu de ras-le-bol du monde du travail, c'est-à-dire de non prise en compte des réalités professionnelles, du travail réel. Et la goutte d'eau, ça a été ces 64 ans, en disant, attendez, non seulement on n'est pas considéré, on n'est pas reconnu, notamment après le confinement, notamment pour tous ceux qu'on a qualifiés de travailleurs de première ou deuxième ligne, mais en plus,
vous nous rajoutez 2 ans. Alors, je disais tout à l'heure, c'est la 6e journée d'action. Vous demandez le retrait du texte, le report de l'âge légal à 64 ans, depuis le début. Le gouvernement n'a pas donné suite à votre demande. Pourquoi le ferait-il aujourd'hui, après 6 journées d'action, alors qu'il ne l'a pas fait après les 5 premières ? Il y a plusieurs réponses à ça. Ça peut être par sagesse. Est-ce qu'on peut faire une réforme du monde du travail sans le monde du travail, en opposition avec le monde du travail ? Est-ce que, est-ce que le texte va passer à l'Assemblée nationale ? Est-ce que, si ce n'était pas le cas, cette réforme peut se faire, vu la procédure qui a été utilisée, par un 49.3, alors qu'il y a des millions de personnes dans la rue ? Est-ce que on peut se dire que peut-être on a mal pris le sujet, on aurait dû commencer par le travail et de reposer les bases d'une réforme des retraites, à laquelle la CFDT, je le rappelle, n'est pas opposée, mais d'une réforme de retraite qui soit basée davantage sur des éléments de justice et plus sur le travail que sur des paramètres budgétaires. En 2010, il y a eu 14 journées de mobilisation. Le gouvernement a quand même maintenu sa réforme. Ça n'a pas empêché le gouvernement de tenir. Oui, et après, des analystes politiques peuvent dire qu'en 2012, il y a eu une alternance et que ça a pesé dans les choses. C'est-à-dire que, et là, le problème, faut bien prendre les choses en compte. Le monde du travail, d'abord, c'est plus important en termes de mobilisation que 2010. C'est plus important, le nombre de manifestants. C'est l'entièreté du monde du travail qui est aujourd'hui mobilisé, dans tous les secteurs professionnels, dans toutes les régions, avec des chiffres, je le redis, qui sont énormes, dans des endroits où on ne s'attendait pas du tout à ça. Donc il y a un malaise. Est-ce que la bonne gestion politique d'un pays, c'est pas de prendre ça en compte et de se dire, écoutez, ok, il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de gagnant, mais à un moment donné, on reprend le dossier et on le prend par le bon bout. C'est quoi le bon bout ? C'est de partir du travail réel, c'est d'écouter ce monde Donc, on arrête tout et on repart à zéro. Mais est-ce que vous y croyez, Laurent Berger ? Je comprends que vous le souhaitiez et que vous le disiez ce matin, mais est-ce que vous y croyez sincèrement ? Est-ce que vous imaginez le président de la République venir à la télévision ou devant je ne sais pas qui et dire... J'arrête. Bruno Retailleau avait une formule au grand jury dimanche sur LCI, le patron des sénateurs LR. Il dit, pour Emmanuel Macron, reculer, ce serait abdiquer, ce serait terminer de son quinquennat. Mais je vais vous dire, puisque vous me demandez de faire un peu d'analyse politique, je vais m'y risquer, c'est pas mon métier, c'est pas ma fonction. Passer une réforme des retraites au 49.3 ou au chausse-pied, comme c'est en train d'être fait, contre l'avis général du monde du travail qui est concerné en premier chef par cette réforme, on voit bien le soutien, les seuls soutiens un peu plus de cette réforme, ce sont les retraités. C'est pas les concernés. Donc passer cette réforme au chausse-pied de façon un peu rapide, voire même par un 49.3, qui est une procédure constitutionnelle, démocratique, etc. J'ai pas, mais ça veut dire, est-ce que le quinquennat il n'est pas fini pour autant ? Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Est-ce qu'il y a de possibilité de faire passer la réforme, des réformes qui devront être faites concernant la transition écologique et l'évolution du travail dans cette transition écologique, de faire en sorte qu'on réfléchisse aux évolutions du travail pour que les gens se sentent menés en travail ? Ça, vous n'arriverez plus à le faire passer. Admettons, vous dites 49.3 de votre point de vue, même si vous reconnaissez que c'est un outil institutionnel, ça vous paraît pas être l'idéal. Ça voudrait dire que le texte passe sans vote. Mais la Première ministre, et encore hier, dit qu'elle souhaite un vote au Parlement. Si ce vote a lieu... Je vais vous renvoyer la question. Vous m'avez dit vous souhaitez quelque chose tout à l'heure, mais est-ce que vous y croyez ? La question, c'est, je ne sais pas moi, est-ce que la Première ministre, elle le souhaite, mais est-ce qu'elle y croit ? Qu'elle peut faire 149.3 ? Au fait qu'il y a un vote au Parlement. Oui, est-ce qu'elle y croit ? J'en sais rien. Moi, aujourd'hui, j'invite les députés à regarder ce qui va se passer dans leur circonscription. Quand vous êtes député d'une circonscription, d'une zone rurale, où un tiers des habitants d'une ville sont dans la rue pour manifester contre une réforme, vous avez envie d'aller sur le marché les semaines d'après, expliquer cette réforme est une bonne chose pour le monde du travail, alors qu'ils sont manifestés massivement contre. Il faut tenir compte. Vous savez, la démocratie, c'est un vote à un moment donné, avec des gens qui sont légitimes pour gouverner, et c'est aussi l'exercice d'une responsabilité et d'un pouvoir. Si ça se fait contre les gens concernés par une réforme, ça peut pas marcher. Mais Laurent Berger, vous n'avez pas changé d'avis. Si le Parlement vote, et je dis bien vote la réforme, vous arrêterez votre mobilisation. Mais on en parlera avec les autres organisations syndicales. Mais clairement, le sujet du vote, il est différent du sujet du passage par le 49.3. Oui, donc s'il y a vote, et j'insiste sur vote, il y aura une légitimité parlementaire. Mais la CFDT n'a jamais joué avec la démocratie. Non, mais c'est l'occasion de repréciser. Non, mais justement, je vous le reprécise. C'est la première fois qu'il y a une journée qui s'appelle la France à l'arrêt et des appels à grève reconductible de la part d'autres organisations. Non, mais l'idée de fixer des repères. Oui, mais la CFDT elle a toujours respecté la démocratie. La démocratie, c'est l'exercice de la responsabilité du Parlement, mais c'est aussi l'écoute de la société. Et là, un passage au 49.3 serait une forme de passage en force. Je le dis,
C'est pas toujours le cas sur cette procédure, mais alors que le débat a été occulté, et pas simplement de la responsabilité du gouvernement, je me suis exprimé sur le sujet, le débat a été occulté à l'Assemblée nationale. Vous dites aussi de la responsabilité des oppositions de gauche qui ont fait de l'obstruction. Mais je l'ai dit, je l'ai. Oui, je le précise pour les téléspectateurs qui l'iraient pas. Le débat a lieu aujourd'hui beaucoup dans la rue parce que les gens s'expriment de façon démocratique. Vous ne pouvez pas passer par un 49.3, je le dis très clairement. Mais vous disiez tout à l'heure, on a été appelé un dimanche par Elisabeth Borne. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui? Est-ce que vous dites Emmanuel Macron doit recevoir l'intersyndicale à l'Élysée solennellement? Je pense qu'à minima, on parlait ensemble d'un intersyndical, mais à minima, oui, je pense qu'il faudrait que les responsables de l'intersyndicale puissent être reçus par la Première ministre ou le Président de la République. Enfin, écoutez, hier, j'étais avec des collègues à vous... C'est un appel que vous lancez au Président et à la Première ministre. J'étais avec des collègues à vous, des collègues journalistes européens, à vous. Et quand ils m'ont demandé, mais vous avez été reçus, et qu'on leur dit non, depuis le 10 janvier, on a été reçus nulle part sur le sujet, alors qu'on mène un des plus grands mouvements sociaux de ces 50 dernières années, ils sont un peu estomaqués. Donc oui, il y a un sujet. Quand est-ce que vous avez été reçu la dernière fois par un membre de l'exécutif? Vous parlez des exécutifs Premier ministre et... Oui, ou gouvernement, élargissons. Pas depuis le 10 janvier. Mais vous parlez quand même, par exemple, Emmanuel Macron, vous avez des contacts avec lui? Vous téléphonez? Non. Jamais? Non. La Première ministre? Elle nous a appelés les uns et les autres le dimanche. Mais pas depuis? Non. Vous avez quand même des contacts qui sont prévus avec des parlementaires. Demain, vous devez rencontrer à leur initiative certains élus LR, emmenés par Aurélien Pradier, qui pourraient voter contre le texte. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un allié de votre mouvement? Non, mais les parlementaires, ce sont des interlocuteurs, quels qu'ils soient. Les seuls avec lesquels nous ne parlons pas, c'est ceux du Rassemblement national pour des raisons de valeur et d'opposition frontale avec ce qu'ils portent. Mais on rencontre l'ensemble des parlementaires. Cette semaine, oui, sauf que ceux qui pourraient voter contre ont entre leurs mains, on y revient, le sort de la réforme, à savoir s'il y a un vote. Bien sûr, donc on est invité par des députés républicains à venir discuter. On va discuter. On l'a fait avec le groupe, avec l'ensemble des groupes, avec le groupe Lyot ou avec des députés indépendamment. Il y a des députés de la majorité qui ont demandé à nous rencontrer cette semaine, mais qui rendent pas ça public. Eh bien, on le fait. On le fait. Mais est-ce que vous leur demandez, quand vous les voyez, est-ce que vous leur demandez voter contre ce texte? Mais j'ai pas de leçon à leur donner. On échange sur le contenu. On est dans un exercice démocratique, donc on échange et on présente ce qu'on veut faire et comment on voit les choses, et y compris la vision qu'on a des retraites. Et après, ils assument leurs responsabilités. Et je suis pas dans une espèce de surtout pas. Je critique suffisamment ça par ailleurs. C'est pas quelque chose de surplombant en disant vous devez faire ci ou ça. Moi, je les appelle l'ensemble des parlementaires, quels qu'ils soient, à réfléchir à l'impact que va avoir cette réforme sur le monde du travail, à l'impact que ça va avoir sur notre démocratie alors qu'elle est largement contestée. C'est ça, et donc au moment de voter, de réfléchir à ça. Qu'est-ce que vous entendez par là? Est-ce que c'est votre manière de dire vous nous conduisez tout droit à un vote pour Marine Le Pen en 2027? Je le combattrai jusqu'au bout, de toutes mes forces, cette possibilité-là. Mais est-ce que vous faites un lien entre la réforme des retraites et le vote RN? Non, ce que je fais, le lien que je fais, c'est le vote envers l'extrême droite, et souvent un vote de ressentiment. Et que cette réforme, notamment dans sa conclusion, pourrait créer un immense ressentiment, alors que ce qui s'exprime aujourd'hui, c'est le cri du monde du travail, d'une demande de considération, de façon joyeuse et positive. Vous voyez, c'est pas la France qui n'a pas envie de travailler qui manifeste, c'est la France qui travaille et qui a envie de dire on veut être reconnu, on veut être considéré. Et que si la réforme finissait mal, c'est-à-dire par un vote et notamment en 49.3, il y aurait un ressentiment profond. Et ce ressentiment profond, à un moment donné, il s'exprimera. Et je crains qu'il puisse s'exprimer par le vote vers le Rassemblement national. Mais davantage vers le Rassemblement national que vers la gauche. Parce qu'on pourrait se dire, si on est opposé à la réforme des retraites, aujourd'hui, l'opposition politique, elle est incarnée principalement par la gauche. Vous ne croyez pas que la gauche puisse sortir vainqueur en 2027? Elle est déjà écartée du champ politique. Non, pas du tout. Elle n'est pas du tout écartée du champ politique. Vous m'interrogez sur le Rassemblement national. Je dis que je vous le crains. Après, il se passera ce qui se passera sur le champ politique. Mais c'est plus vraiment ma responsabilité. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on voit bien un Rassemblement national qui dit rien sur les retraites, qui est planqué,
et qui appuiera là où ça fait mal, comme ils le font d'habitude, avec aucune conviction sociale, aucune conviction humaniste de considération pour les travailleurs, mais simplement en utilisant, en mettant du sel sur les plaies pour qu'ils puissent en bénéficier. Et après, il peut y avoir tout un tas d'autres schémas politiques que je ne connais pas et que je ne maîtrise pas. Mais pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est le combat social qui est mené. Et vous ne faites pas de politique si vous ne faites pas de social. Mais c'est de la responsabilité du gouvernement, c'est ce que j'entends. Vous dites le gouvernement il y a une responsabilité du gouvernement et du Parlement d'écouter ce qui est en train d'être exprimé et d'écouter ce qui va s'exprimer très massivement. Et je suis prêt à revenir en discuter dès demain matin, qui va s'exprimer très massivement dans la rue aujourd'hui. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a une majorité dans le pays qui est contre la réforme. Il y a aussi une majorité de Français qui est convaincue que malgré tout, elle passera in fine. Une forme, je ne sais pas s'il faut appeler ça résignation ou de réalisme. Est-ce que le pays sortira forcément pour vous plus fracturé de cette séquence? Est-ce qu'il est désormais trop tard pour conserver le pays uni tel que Emmanuel Macron l'avait appelé de ses voeux au 31 décembre? D'abord, vous avez raison, il y a une forme de résignation qu'on voit dans l'enquête, et moi je veux le dire ce matin, il ne faut pas se résigner. C'est possible de faire reculer les 64 ans. Donc je le dis, ça se passe aujourd'hui dans la rue, et les jours à venir quand on appellera à d'autres mobilisations, si jamais le gouvernement ne se résout pas à écouter ce qui est en train de se passer dans la rue. Mais je ne crois pas que ce soit une fatalité que le pays soit opposé. Moi, je regarde un peu ce qui se passe dans les débats. D'abord, regarder dans les cortèges, c'est encore une fois, c'est apaisé, c'est respectueux. C'est pas à part des dérives qu'on peut condamner et que je condamne à chaque fois, mais globalement, ça se passe correctement. Et je crois qu'il y a besoin d'un geste d'apaisement. Ce geste d'apaisement, il ne peut venir que de l'exécutif. Mais je crois qu'il n'y a pas de fatalité à ce que notre pays soit divisé en permanence, mais ça nécessite d'écouter ce qui est en train de s'exprimer dans le monde du travail aujourd'hui. C'est forcément le retrait, il n'y a pas d'intermédiaire pour vous. L'apaisement, je crois qu'à l'heure qu'il est, c'est que les 64 ans ne puissent pas s'appliquer et qu'on reparte sur une réforme des retraites qui est une réforme d'un système universel où on regarde les inégalités actuelles du système des retraites, des efforts partagés dans le financement des retraites. C'est tout l'inverse de ce qui est en train de se faire aujourd'hui. Il y a des propositions qui sont venues des sénateurs, les Républicains, parce que le texte est en ce moment examiné au Sénat, pour le modifier. Je pense par exemple à l'idée de créer un CDI pour les seniors, exonérés de cotisation famille quand le recrutement intervient après 60 ans. Je pense par exemple à la surcote de 5% pour les maires, de manière à ce qu'il y ait quand même un petit bonus, puisque la réforme a gommé certains de leurs avantages. Est-ce que ce sont des bonnes choses? Est-ce que vous soutenez ces Sur le propositions? CDI senior, il faut être très clair, c'est quoi? C'est encore des exonérations de cotisation. C'est pas une contrainte demandée aux entreprises ou une incitation demandée aux entreprises, c'est en fait un cadeau fait aux entreprises. Et puis ça pose un autre problème, c'est que ce que j'ai compris de ce CDI senior, c'est qu'il y aurait une disposition qui permettrait, en gros, lorsque vous avez vos droits, de faire partir les personnes, de mettre fin au CDI. Mais les droits acquis, c'est quelque chose de personnel. C'est pas quelque chose qui doit être public forcément, ça appartient à la personne. Donc comment vous pouvez avoir un contrat qui va intégrer en lui-même le fait que quand vous aurez vos droits acquis, vous partez? Ça n'existe pas dans la loi. Mauvaise solution. En tout cas, ce CDI senior, c'est pas une incitation aux entreprises, c'est un cadeau aux entreprises. Ça n'a jamais fait la démonstration d'ailleurs que ça marchait pour maintenir l'emploi des seniors, sinon ça se saurait vu le niveau de l'emploi des seniors. Je rappelle qu'il est 37% dans notre pays, il est 60% en Allemagne, il est 70% en Suède. Si on augmentait de 10 points le taux d'emploi des seniors, on réglerait le problème. Et la surcote pour les maires, cette idée de 5%? Oui, pourquoi pas. La question, c'est, on n'a pas totalement compris encore sur ces 5% si ça concernait l'ensemble des femmes ou juste les femmes qui avaient une majoration de durée d'assurance. Donc il faudra préciser. Il y a un débat encore au sein des Républicains, en effet. On aurait évoqué l'idée que ce soit à partir d'un enfant. Voilà, et vous savez, sur cette réforme, depuis le début, il y a eu des effets d'annonce. On s'est aperçu que ce n'était pas exactement ce qui était annoncé. Je pense évidemment aux 1 200 € de retraite minimale, mais c'est vrai aussi sur les carrières longues où on a des tableaux un peu kafkaïens où il y a 43, 44, 43, 44 selon les âges de départ où on a commencé à travailler. Donc voilà, c'est pas, vous savez, ce dont on parle, c'est pas des slogans ou des mesures techniques, c'est de la vie concrète des travailleurs et des travailleuses. Et ça, aujourd'hui, on sent une vraie imperméabilité de ces travailleurs et travailleuses à ces effets d'annonce qui finalement
ne s'incarne pas pour eux, parce que simplement, on ne les a pas écoutés dès le départ sur ce qu'était leur réalité de travail. Quand vous dites ça, Laurent Berger, vous faites bien sûr allusion à la manière dont Olivier Dussopt, le ministre du Travail, a présenté la réforme. Les 1 200 €, le fait qu'il soit revenu, qu'il ait apporté des précisions, par exemple. Les mots, parfois, c'est important. Ce week-end, il dit c'est une réforme de gauche. Bruno Retailleau, je reprends l'exemple, lui répond c'est une réforme de droite. On peut dire c'est que des mots, c'est pas le débat, ce qui compte, c'est la réalité. Mais est-ce que ça compte de savoir quelle est l'orientation politique, le projet politique de la réforme aujourd'hui? Ah non, vous savez, pour la CFDT, ce qui compte, c'est la seule boussole, c'est est-ce que c'est bon ou pas pour les travailleurs et les travailleuses. La réponse, ils sont en train de la donner ce matin dans les barrages filtrants et autres initiatives qu'ils organisent, et aujourd'hui, ce matin et cet après-midi, dans les manifestations, la réponse est non. Et donc, moi, ces considérations-là, c'est de la communication politique, j'en ai rien à faire. Ce qui m'intéresse, c'est la réalité concrète. Quand vous êtes un travailleur de l'agroalimentaire, vous avez du mal à aller jusqu'à 62 ans aujourd'hui, et vous devrez aller jusqu'à 64 ans, et que quand ils vous le disent, moi je tourne beaucoup, quand on nous le dit avec des larmes dans les yeux en disant je ne pourrais pas aller à 64 ans, c'est ça qui m'intéresse. Après, de gauche, de droite, ça c'est leur problème. Moi, ce qui est mon problème, c'est la situation des travailleurs et travailleuses, et les 64 ans, ils le refusent, et à juste titre. Vous ne contestez pas le fait qu'il faille équilibrer le système des retraites. Ce que vous contestez, c'est le report de l'âge légal. Vous l'avez déjà dit à de multiples reprises. Le fait est que le gouvernement, pour tenter de calmer la colère, a, au fil des discussions, ajouté des mesures sociales qui aujourd'hui représentent plusieurs milliards. On verra le chiffrage final à la fin de la discussion, mais on est au moins à 6 voire 7 milliards. Est-ce que vous êtes inquiet vous-même que cette réforme ait la capacité à ramener le système à l'équilibre? Olivier Dussopt, ce week-end, disait en 2030, on aura peut-être 300, 400 millions finalement d'écart par rapport à l'équilibre. Mais je crois que le point de départ, il est mauvais. C'est d'abord le diagnostic sur le besoin de financement, il n'a pas été clairement établi. On nous a d'abord dit que le système était en grave menace. Le système n'est pas en grave menace. Et vous avez eu raison de rappeler que la CFDT a toujours pris ses responsabilités quand le système de retraite par répartition, qui est un trésor collectif, était gravement menacé. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. On n'a pas posé sur la table les efforts partagés. C'est tout sur les salariés. Et donc, il y a eu des mesures de compensation. Quand vous dites à un salarié, la retraite va être à 64 ans, mais tu es en carrière longue, tu pourras partir à 62 ans. Et qu'aujourd'hui, il est dans les carrières longues aussi, il peut partir à 60 ans. Expliquez-moi comment vous faites pour lui dire que c'est un progrès pour lui. Donc, on n'est pas désintéressé à la question de l'équilibre, mais il faut que ça soit incarné dans la réalité concrète du travail. Que ce soit des efforts partagés, que ce soit des efforts qui soient compris. Et aujourd'hui, c'est une mesure brutale, injuste, parce qu'elle est aveugle. Elle est aveugle, quelle que soit la catégorie de salariés, modulo des ajustements, des rustines qui ont été mises par le gouvernement. Mais vous reconnaissez qu'il faudra malgré tout reprendre le sujet, même si on fait stop aujourd'hui, peut-être même que dans quelques années, il faudra une nouvelle réforme. Mais la CFDT, elle revendique une réforme des retraites. Pourquoi ? C'est pas nous qui avons changé. En 2017, la réforme systémique des retraites, le discours qui disait on ne peut pas reporter l'âge légal si on n'augmente pas l'emploi des seniors, il y a des gens qui ne peuvent pas travailler jusqu'à 62 ans, c'est pas moi qui l'ai tenu. C'est le président de la République. Donc, la CFDT, elle est pour une réforme juste. Cette réforme, aujourd'hui, elle est injuste et brutale. Ça a été dit, et c'est comme ça que c'est compris par les Français et les travailleurs. Et donc, oui, il y a besoin d'un équilibre du système des retraites. On peut faire autrement, notamment par l'emploi des seniors. Je vous ai dit tout à l'heure, 10% d'augmentation du taux d'emploi des seniors, ce qui serait bien en deçà de ce qui se fait ailleurs en Europe, ça comblerait le déficit, qui est aujourd'hui pas un déficit qui met gravement le régime des retraites en difficulté, mais qui est un déficit qui peut s'ajuster par des mesures, notamment sur l'emploi des seniors, par des contributions un peu plus importantes des entreprises. Laurent Berger, pendant qu'on parle, Philippe Martinez vient de dire que cette journée aujourd'hui, c'était la première journée d'une nouvelle phase, avec un nouveau mot d'ordre, mettre le pays à l'arrêt. Il ne dit pas une journée, il dit une nouvelle phase. Est-ce que la mobilisation de 1995, 3 semaines par exemple de mobilisation, ça peut encore être un modèle aujourd'hui ? Mais en 95, ce qui s'est opéré, d'abord, il y avait 2 réformes qui étaient proposées, une de l'assurance maladie et une des régimes spéciaux de retraite. Ça avait été une forme de grève par procuration pour beaucoup. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, c'est pas ce que souhaitent les travailleurs. Je vous ai cité tout un tas de secteurs. Parce que c'est surtout les régimes spéciaux et les fonctionnaires qui sont mobilisés. Voilà, mais là, c'est plus le cas aujourd'hui, c'est l'ensemble des salariés. D'ailleurs, des fonctionnaires qui aussi se mobilisent parce que pour certains d'entre eux, travailler jusqu'à 64 ans, c'est très compliqué dans certains secteurs professionnels. Et ils ont raison de se mobiliser. Donc, il y a une nouvelle phase au sens où on va ce soir se réunir pour regarder comment on procède dans les jours et les semaines à venir. Mais clairement,
c'est exprimé dans les cortèges. Il n'y a pas de volonté de grève par procuration. On ne va pas confier à tel ou tel champ professionnel le combat à mener contre cette réforme des retraites. Il y a une forme de dignité qui s'exprime aujourd'hui dans les cortèges et il faut la respecter, cette dignité. C'est « je veux participer à ce combat contre les 64 ans ». Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y aura beaucoup de monde dans les rues. Merci beaucoup Laurent Berger d'avoir accepté notre invitation.